ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec... Vous écoutez le podcast littéraire du Haut de Plume. Je suis Catherine. Et je suis Cyril. Alors, ça va pas être pratique cette histoire de micro, mais voilà. Alors aujourd'hui, c'est un épisode qu'on a abondamment teasé sur les réseaux sociaux parce qu'on est très très heureux d'accueillir deux auteurs. En plus, c'est une première. Je crois qu'on n'a jamais accueilli deux auteurs ensemble. Et les deux auteurs qui nous font le plaisir de venir sont Marc Foltenhauer et Benjamin Amiguet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Mais bonjour. On est très heureux d'être là, enfin. Ça faisait un moment qu'on en parlait, donc c'est le grand jour. Exactement. C'est vrai qu'on en parlait depuis pas mal de temps et l'occasion donc de votre venue est essentiellement l'apparition de votre guide dont on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux et pour cause parce que c'est quelque chose de très original. Alors, les caméras là. Faut que c'est pas le même setup que d'habitude, donc voilà, donc tu le mettras. 22 itinéraires autour du polar en Europe à ne pas manquer, qui est un guide dont on va beaucoup parler. Vous allez nous raconter la genèse du projet et tout ce qu'il contient. C'est vraiment très très riche et je pense que ça va beaucoup intéresser les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube. Et puis on va en profiter pour parler aussi de vos parcours respectifs, de votre écriture à quatre mains, avec cette dimension, vous êtes un couple dans la vie, donc comment est-ce qu'on écrit ensemble, comment est-ce qu'on fait la part des choses entre l'écriture et puis la vie personnelle, on veut tout savoir. Bon, pas tout vraiment, mais il y a des trucs qu'on va garder pour vous. Pourquoi ? Moi, je veux tout savoir. Non, mais... C'est moi qui monte. Très bien. Bon, bah alors, on sera raisonnable. Mais on a quand même plein d'anecdotes que vous allez nous raconter, j'en suis sûre. Peut-être, est-ce qu'on commence à connaître Marc Foltenhauer parce que tu publies depuis pas mal de temps, on connaît un peu moins Benjamin. Est-ce que vous pouvez vous présenter, on va se prêter à ce jeu-là si vous êtes d'accord. Tu peux présenter Benjamin et tu peux présenter Marc. Oui, c'est piège, mais si tu devais le présenter en 2 mots, ça serait quoi ? En 2 mots? Non, un peu plus que 2 mots. Non, mais on a discuté avant, je sais que quand je te dis 2 mots, ça va sortir plus. Alors, Benjamin et moi, on est un couple depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Benjamin a fait un apprentissage dans le domaine des trains au MOB. Et puis, Tu vas tout faire. Non, je ne vais pas faire tout le parcours. Déjà dans le berceau. Et puis il a travaillé notamment aussi dans diverses entreprises en lien avec le tourisme, l'Office du tourisme du canton de Vaud, à la Fédération suisse du tourisme. Dernièrement, il a travaillé en tant que responsable notamment des gares et de la distribution au TPC, donc les transports publics du Chablais. Et puis effectivement, comme je l'ai dit, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, et puis on a depuis le départ l'habitude de se lancer dans des projets un peu fous. On a fait en 2011-12 un tour du monde d'une année, en 2019 on a tout lâché pour partir une année en Suède, et puis là en fait on s'est consacré pendant 3 ans à ce projet de guide. Donc c'est aussi tous ces projets qui nous portent depuis le début qu'on est ensemble. Alors, on garde le silence et on attend la suite. Merci Marc. Marc, effectivement, depuis 2015, il s'est lancé dans l'écriture, et puis avec son premier roman, Le Dragon du Muvran. Mais avant ça, il a donc fait des études de théologie, il a travaillé dans le monde bancaire, dans le monde pharmaceutique, principalement des ressources humaines.
Et puis là, depuis quelques années, il peut se consacrer pleinement à l'écriture, des romans policiers. Il s'investit beaucoup aussi au travers des associations aussi du Temple du Polar notamment, dont on parlera peut-être plus tard, aussi l'association Krimi Schweiz, et puis voilà. Puis comme il l'a dit, on aime bien les projets, on a un peu la théorie du projet à 5 ans, voilà, tous les 5 ans on lance un nouveau projet. Et puis c'est ce qui nous a un petit peu amené à collaborer à vivre des projets tels que Les 11 lieux à ne pas manquer de les Alpes vaudoises, les romans jeunesse, et puis voilà, le dernier né, les 22 itinéraires autour du polar en Europe. Voilà. Mentionnez les frissons aussi, que vous co-écrivez. Alors les frissons, c'est vrai que ça a commencé en 2019, je crois. Ouais. Oui. Et puis, il y a les frissons suisses, où il y a déjà 4 titres. Et puis, sur le premier titre, en fait, là, c'est plus parti un petit peu dans la discussion, la création du synopsis, où est-ce que ce premier roman pouvait être situé. Et puis, du coup, voilà, il y a un lien avec l'inspecteur Hauer, donc vu que c'est les neveux de l'inspecteur Hauer qui enquêtent avec... Donc l'inspecteur Hauer, je précise pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre de Marc, bon, il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns quand même, c'est ton héros ton héros récurrent. Pardon. Et c'est vrai qu'en fait, les premiers frissons suisses, on les a aussi coécrits avec Benjamin. Il n'y a que mon nom sur la couverture. Oui, c'est ce que j'allais dire, il n'y a que ton nom. Mais c'était son choix parce qu'à l'époque, il ne s'assumait pas encore pleinement en tant qu'auteur, même si à l'intérieur, c'est marqué que le scénario et le texte sont de Benjamin et Marc. Mais il a dit, moi je participe, mais c'est toi qui vas faire les dédicaces, etc. Puis finalement est venu le guide des 111 lieux des Alpes vaudoises, où on était les deux pleinement impliqués, donc c'était logique qu'on ait nos deux noms dessus. Puis finalement, après, tu t'es dit, pour les frissons suivants... cette fois, je vais assumer mon statut et mettre aussi mon nom sur la couverture. Voilà, tu t'es aperçu que c'était pas si dangereux, que c'était pas si terrible d'avoir son nom sur la couverture. Surtout que quand il y a des dédicaces, finalement, je me suis rendu compte que des fois, c'était long d'attendre debout, donc autant être assis. Ah oui, parce qu'on ne prend pas de chaise. C'est terrible. C'est terrible, ouais. Oui, c'est la seule raison, donc. Mais alors, c'est vrai que sur cette question de l'écriture, parce que en fait, vous étiez ensemble avant que Marc, tu commences à écrire. Et qu'est-ce qui t'a... Alors, toi, Benjamin, de tout seul, tu n'écris pas, ou tu écris en secret et on va avoir un scoop et Non, pas du tout. Non. Tu n'écris pas. Je suis plutôt un lecteur que vraiment... l'écriture, pour moi, ça s'inscrit plus dans des projets aussi pour partager des choses avec Marc. Et puis du coup, c'est plutôt sur des projets plutôt qui ont trait au voyage et à la découverte et des domaines qui se rapprochent un petit peu de mon parcours professionnel finalement. Même des guides touristiques ou parce que ça, tu as eu l'occasion peut-être d'écrire dans tes métiers, tes divers métiers, ou même sur des sites. C'était plutôt la promotion touristique, donc effectivement cette notion d'évasion, de voyage, de donner envie de découvrir, de présenter des lieux, c'est des choses qui me sont assez, je dirais, naturelles, de par mon travail, un petit peu. Et c'est vrai que les deux guides qu'on a fait, c'était vraiment un moyen aussi de se retrouver dans un projet commun où finalement, les deux, on adore voyager. Benjamin a travaillé dans la promotion touristique. Moi, j'étais dans l'écriture. En fait, c'était une manière d'associer tout ça au travers de notre premier guide où on a vraiment découvert ou redécouvert la région dans laquelle on habite. Et puis assez pleinement, finalement, ça s'est exprimé dans ce guide où en fait, on a été en Europe sur les traces des auteurs de polar, sur les lieux en fait qu'il y a dans les romans policiers. Donc à la fois tourisme et polar, et ça regroupait nos centres d'intérêt quelque part. Mais à part ça, il faut que je dise aussi que Benjamin écrit vraiment très très bien.
Mais alors ça, on attend qu'une chose et on espère que bientôt on arrivera à te convaincre d'écrire toi aussi un roman solo. Faut jamais dire jamais. Et on a dit aucune pression dans cette épisode. Aucune. Nous y reviendrons. Alors, est-ce que, bon, peut-être quelques mots, alors je vais plus m'adresser à Marc sur cette question-là, mais un petit peu si on peut, pour les auditeurs, résumer un peu ton parcours, ton premier parcours d'écrivain solo. Donc toi, tu es un auteur de polar suisse, qui est quand même assez connu chez nous. Tu es venu à l'écriture un petit peu par hasard, oui, parce que ton parcours est quand même assez singulier. On commence par la théologie, ensuite on passe par la banque et ensuite on raconte comment tuer des gens. C'est un petit peu un parcours étrange. Comment est-ce que tu as commencé à écrire ? Alors, ça s'est déclenché en 2012. On venait justement de revenir de notre voyage autour du monde avec Benjamin. Et puis, comme on avait tout lâché, sans savoir en fait ce qu'on allait faire au retour, où est-ce qu'on allait habiter, on n'avait plus d'appartement, etc. On a posé nos valises quelques mois chez mes beaux-parents, qui habitent à Grillon, donc le village d'où est originaire Benjamin. Et c'est vrai que à la base, j'ai toujours été un grand lecteur de polar, j'ai toujours adoré ça, enfin, finalement, en lecture, mais aussi en série, en film, etc. Et jamais j'avais imaginé un jour que j'allais écrire quoi que ce soit. Avant, j'aimais pas écrire. Je le faisais parce que j'étais obligé dans le cadre de mes études, mais je crois que jusqu'à ce que j'ai commencé à écrire les premières lignes du Dragon du Muvran, j'avais jamais rien écrit de personnel. Donc pour moi c'était aussi une vraie surprise et l'idée m'est venue vraiment un jour quand je me baladais au cœur du village de Grillon, où tout d'un coup j'ai eu un flash. Je me suis dit mais en fait c'est un endroit qui est génial pour imaginer une intrigue policière. Puis pour boucler la boucle, la première idée que j'avais en tête c'était qu'on allait retrouver un cadavre, où ça, dans le temple de Grillon, sur la table sainte. Et puis je suis parti de là immédiatement à imaginer un scénario, à commencer à écrire quelques semaines plus tard, et puis ça m'a plus lâché. Et alors, c'est vrai qu'il y a, bon alors comme tu l'as dit, Grillon, c'est le village où vous habitez, et il y a dans ton écriture toujours cette importance du décor. Alors, je cite parce que une phrase que tu as dite en interview et que j'ai trouvé assez chouette: la beauté pittoresque du village, l'atmosphère chaleureuse des chalets, les hivers rudes, le relief impressionnant des montagnes, tout cela offrait un contraste parfait pour accueillir un meurtre. Et oui ou pas ou pas, mais effectivement, c'est dans les livres que tu écris, il y a toujours l'importance de l'environnement comme un personnage à part entière, donc c'était assez, peut-être pas prévisible, mais on est assez peu étonné que finalement on parte sur ce guide et qu'on mêle, comme vous dites, vos deux passions et vos deux centres d'intérêt. Mais là, vous vous positionnez en tant que lecteur de polar et voyageur. Exactement. Alors c'est vrai que ce côté ancrage, le déclic, je sais d'où il m'est venu aussi. Pendant l'année où on a voyagé, on a fait ce tour du monde, j'ai lu énormément de polars, et notamment j'avais lu, je crois en tout cas 5 ou 6 romans de Camilla Läckberg, les uns à la suite des autres. Et en fait j'ai très vite fait le lien en me disant mais en fait Grillon c'est exactement Fjällbacka, c'est le même contexte, c'est un petit village, tout le monde connaît tout le monde, on imagine aisément qu'il y a des secrets cachés qui peuvent ressortir, qu'il peut y avoir des histoires de vengeance, etc. Il y a aussi ce côté cadre, atmosphérique. Fjällbacka, on est sur la côte ouest suédoise, on imagine les hivers rigoureux, la mer, les tempêtes. Puis là, on a ce même genre d'univers, mais à la montagne, à Grillon. Et je me dis, tiens, si elle le fait à Fjällbacka, pourquoi est-ce que je le ferais pas à Grillon ? Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment servi de déclencheur. Et puis, pour prolonger, justement, ce côté qui nous a amené peut-être gentiment vers ce guide, c'est qu'assez rapidement après la sortie du Dragon du Muvran, les gens à Grillon, les restaurateurs, les commerçants, les gens du village me disaient, tiens, tu sais qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent à Grillon. Et ils cherchent en pèlerinage, en quelque sorte. Ils cherchent les lieux où sont les scènes de crime, etc. Quelqu'un m'a dit, va voir le livre d'or du temple. Alors, j'ai été voir, j'étais feuilleté, et les dernières pages étaient noircies de gens qui avaient lu le Dragon du Muvran. Et je me dis, tiens, il y a vraiment tout d'un coup cet intérêt
à aller voir les lieux d'un livre qu'on a lu. Pour certains, c'était une découverte parce qu'ils ne connaissaient pas l'endroit, et puis pour d'autres qui connaissaient l'endroit, se dire mais je vais y retourner cette fois avec un autre regard. Le regard qui finalement m'est offert dans la lecture d'un roman, et du coup j'ai envie de voir sur place de nouveau comment les lieux se présentent. Un autre aspect qui refait de nouveau le lien avec Fjällbacka, c'est qu'en Suède, ce côté tourisme lié à des œuvres littéraires est assez développé, notamment au polar. À Stockholm, on peut aller à l'Office du tourisme acheter une carte Millennium, où on peut aller se balader à Stockholm sur les différents lieux de Mikael Blomqvist et puis de Lisbeth Salander, merci. À Fjällbacka, il y a des visites guidées qui sont organisées. À Norrköping, il y a un guide audio qui nous permet de déambuler dans la ville sur les traces des livres d'Émilie Schepp. À Ystad, depuis longue date, il y a des lieux liés à Wallander et puis à son auteur Henning Mankell. Donc tous ces éléments-là, à un moment donné, je pense, ont contribué à nous dire mais il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Oui, parce que autant, alors c'est tu nous l'apprends, quelque chose qui se fait très très couramment en Scandinavie, mais pas tellement dans nos contrées. Enfin, je crois pas qu'il y ait... À part Harry Potter, le circuit Harry Potter... oui, puis le Seigneur des Anneaux ou des gens... Pardon ? Je dis c'est même pas dans nos contrées, c'est... Oui, non, c'est vrai, c'est un peu plus au nord. Mais parce que tu dis que l'idée finalement a commencé à germer au moment du Dragon de Muvran, quand tu as vu l'engouement du public qui venait découvrir les lieux, mais donc c'était il y a un petit moment, alors que ça... Alors, par rapport au guide en tant que tel, l'idée est vraiment venue en 2022, au mois d'août 2022. Par contre, c'est clair que ça fait du coup quelques années, peut-être pas 2015, 2016, 2017, comme ça, où nous, on a été... Enfin, déjà, on aime bien aller sur les lieux, par exemple, des films, des séries. Je pense, par exemple, quand on était en Nouvelle-Zélande, on a été voir les lieux du Seigneur des Anneaux. Le tour Millennium à Stockholm, on l'a effectivement aussi fait en 2011, déjà. Donc, en fait, toutes ces choses-là, on les a vécues. Du coup, on était attentifs à ça. Quand il y a eu le Dragon du Muvran, une année après, il y a eu l'Office du tourisme qui a approché Marc pour organiser des visites guidées sur les traces du Dragon du Muvran. Donc en fait, ça s'est inscrit un petit peu comme ça dans une sorte de processus, entre guillemets, mais complètement inconscient finalement, parce que nous, on aimait se rendre sur les lieux qu'on avait vus dans des films ou lus dans des romans. Et puis c'est vraiment en 2022, quand... là, à la sortie de la pandémie, on venait d'écrire ce guide 111 lieux des Alpes vaudoises à ne pas manquer. On s'est dit, en fait, nous, on avait envie de voyager un petit peu plus à la sortie de la pandémie, de se dire, voilà, on a notre camping-car, on a 2-3 idées de destination, des lieux qu'on voulait aller visiter. Et puis, c'est là qu'on s'est dit, ok, c'est quoi un petit peu le fil rouge qui pourrait... nous accompagner pendant cette durée de voyage. Quand on avait fait notre tour du monde, on avait tenu un blog où là on faisait photos, vidéos, on présentait des recettes, des découvertes, enfin voilà, selon les pays. Donc déjà là, on avait un petit peu cette envie de passer des histoires, de transmettre des découvertes, ou voilà, un petit peu dans cet esprit-là de partager. Et puis, finalement, le roman policier s'est assez vite imposé comme thème de ce voyage. Et puis, du coup, en ayant lu beaucoup de romans policiers, à chaque fois, c'est vrai qu'on en discute aussi souvent. Quand on a lu un roman, qu'est-ce qu'on a appris? Alors, Marc, lui, s'intéresse plutôt à l'intrigue, à la construction, au twist, au cliffhanger, au que sais-je. Alors que moi, je suis plus dans le côté qu'est-ce que j'ai découvert d'un point de vue plus historique, émotionnel sociétal, peut-être. Voilà. Puis, Et du coup, vraiment, on est assez d'accord pour dire que le roman policier est un des vecteurs assez idéal pour découvrir un lieu, pour découvrir un pays, une société. Et c'est un petit peu tout l'ensemble de ces idées qui, finalement, ont donné un petit peu
l'envie de partir sur les traces des romans policiers et de leurs auteurs. Vous vous refilez les bouquins quand tu lis un roman policier, après tu le lis ou inversement parce qu'on dirait qu'il y a une sorte de comparaison, ou pas de comparaison, mais d'échange, voilà. Alors on échange beaucoup. Au départ, moi je suis pas forcément un lecteur de romans policiers. Moi je lis plutôt des livres pour justement pour voyager, pour découvrir des pays. Donc voilà, je vais passer d'un livre qui se passe au Chili, en Chine, aux États-Unis, etc. Mais voilà, sans m'attarder sur la question de est-ce que c'est un polar, est-ce que c'est de la romance ou voilà. T'es plus attiré par le lieu. Par le lieu et le voyage. Alors que Marc, il est, je vais le dire, plutôt monomaniaque, roman policier. Ça, c'est fait. Hein. On avait dit pas de scène de ménage, mais... Ça commence. Ça commence. Et puis après, c'est vrai que par rapport au projet, en fait, chacun a lu un petit peu les romans qu'il avait envie de lire par affinité, alors, soit par rapport aux auteurs, mais aussi par rapport au pays. Marc est plutôt un lecteur de prime abord, comme ça, de romans policiers scandinaves. Déjà, il en a lu beaucoup plus que moi. Donc, il a lu les Suédois, les Norvégiens, les Islandais. Moi, un petit peu naturellement, je suis plus... je me dirige plus vers l'Italie, vers l'Espagne, ou alors des romans plus historiques aussi. Vous êtes hyper complémentaires, en fait, du coup, ça colle bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, dans le cadre du projet, on s'était dit, les auteurs dont on va parler dans le guide, au final, il y en a 185, on doit les avoir lus. Enfin, on avait envie de les lire, et finalement, pour se sentir quelque part légitime de parler de cet auteur, de cet univers, on s'est dit, il faut au moins qu'on lise un livre, voire deux de chaque auteur. Donc là, on se les a logiquement répartis, parce que si on devait les deux, en 3 ans, lire des livres de 185 auteurs, c'est énorme. On aurait pu peut-être doubler la durée du projet. C'est déjà un projet. Et puis là, on l'a fait un peu par affinité, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, avant, j'étais un peu monomaniaque dans mes lectures, en disant je lis que du polar, je le fais aussi toujours, mais d'autant plus, je lisais quasiment que du polar nordique. Je suis suédois, j'ai lu en suédois, etc. Et moi-même, j'avais moins cette tendance à dire, tiens, je vais aller découvrir d'autres auteurs, d'autres origines. Et là, finalement, ce projet nous a forcé, et m'a aussi forcé à dire, tiens, maintenant je vais lire du polar finlandais, je vais lire du polar polonais, je vais lire du polar espagnol, du polar allemand. Donc là aussi, il y a eu une période, finalement, pour nous de découverte d'auteurs d'autres origines. Et puis, bien sûr qu'on en parlait, mais surtout lors du voyage, quand on s'apprêtait à visiter une ville dans laquelle on allait prendre des photos des lieux, parce qu'on avait du coup fait tout un programme dans la ville en disant on a une dizaine de lieux à aller voir ou photographier, ou une quinzaine, ou même à Berlin en fait on y a passé une semaine. Berlin fait l'objet d'un des itinéraires, hein, donc on avait 8 auteurs fois 10 lieux, donc on avait 80 lieux à visiter à Berlin. Là, celui qui avait lu les polars du lieu en parlait à l'autre. Et du coup, racontait à l'autre l'univers qu'on allait découvrir. Quand on allait sur les lieux, ça c'est une scène de crime, il se passe ceci, il se passe cela. Racontait aussi l'auteur à l'autre qu'on allait rencontrer. Donc il y a eu beaucoup d'échanges aussi de ce point de vue-là. Oui, alors parce que pour un petit peu plus peut-être expliquer le fonctionnement du guide et la manière dont il est construit, donc effectivement 22 itinéraires, donc 19 pays, 185 auteurs, plus de 2000 lieux explorés, c'est juste. Tout à fait. Donc il faut quand même pas mal s'organiser. Donc vous avez pour chaque pays dans le guide... il est classé pays par pays, pour chaque pays, les auteurs. Donc, les auteurs, comment est-ce que vous les avez sélectionnés ? Simplement, vous les connaissiez avant, vous avez choisi des auteurs emblématiques. Combien ils vous ont payé pour Pas assez. On espère que vous allez vous rattraper sur les ventes. C'est un appel. Non, en fait, c'est parti assez... spontanément, en fait, par des recherches. Finalement, un des meilleurs outils d'un écrivain, c'est les tableaux Excel, je crois, parce que c'est là que on rassemble toutes ces recherches.
En fait, pour ce guide, on a à peu près constitué une liste de 1200 auteurs à peu près. Donc vraiment, on a passé quelques semaines à égrener un petit peu tous les sites internet. Voilà, je ne vais pas donner de nom, mais des sites internet qui référencent des auteurs, qui les chroniquent. Après, ça a été aussi les maisons d'édition. On a un peu essayé de faire ça pays par pays pour avoir un peu une vue d'ensemble des auteurs de romans policiers par pays. Et puis, au départ de cette liste de 1200 auteurs, à chaque fois, on regardait s'ils étaient traduits en allemand, en français, en anglais. Oui, parce que je précise que le guide est en français, le guide qui vient de sortir donc, en octobre 2025, est en français. Il va y avoir une version allemande qui va paraître en février 2026, qui est pas tout à fait la même, avec certains auteurs, pour certains pays adaptés, mais effectivement, le critère de traduction et d'accessibilité linguistique, en tout cas francophone et germanophone, a été déterminant, j'imagine, dans vos choix. Effectivement, c'était un des critères, un des critères principaux. Ensuite, on s'est plutôt intéressé aussi aux séries policières. Donc voilà, on a privilégié, je dirais, les auteurs qui ont une série policière. On a quelques auteurs où des fois c'est un ou deux romans qui sont vraiment soit emblématiques de cet auteur, ou alors qui ont vraiment un ancrage très fort dans les lieux. Et puis voilà, le point principal, c'était d'avoir un ancrage géographique important, avec des lieux récurrents, des lieux qui étaient visitables, que c'est des personnages à part entière dans l'univers de l'auteur. Exactement. Que ce soit une ville ou que ce soit et puis des lieux qui existent, une région. C'est ça, exactement. Ouais, c'est pour vraiment faire le lien avec le côté guide touristique. Voilà. Et c'est un peu ces trois critères qui ont permis au fur et à mesure de se concentrer sur un certain nombre d'auteurs, en sachant que voilà, pour chaque itinéraire, on a entre 7 et 10 auteurs qui sont présentés. Et puis l'idée, c'était vraiment aussi que pour chaque pays, l'itinéraire qui est proposé permette un petit peu d'avoir aussi une variété en termes de romans policiers dont on parlait, mais aussi au niveau des lieux abordés, pour par exemple montrer, je ne sais pas, pour l'itinéraire anglais, on va avoir Londres, mais on va aussi avoir des plus petites villes, Oxford, Brighton. On va aussi avoir quelques romans qui se situent plutôt dans la campagne anglaise, pour justement aussi montrer un petit peu la diversité qu'on retrouve dans le roman policier, mais aussi la diversité des ingrédients qui composent un roman policier d'un point de vue géographique, en termes de lieux, en termes de société, de différences qu'on peut observer dans les pays. Il y a aussi, après, une question de diversité. On va retrouver des auteurs classiques. Par exemple, on parle aussi de Conan Doyle, de Maigret, de Léo Malet, Camilleri en Sicile, etc. Il y a des auteurs qui ont une renommée internationale. Il y a des auteurs qui sont à découvrir, peut-être un peu méconnus. Et puis dans les genres aussi, on a autant du roman policier classique que du cozy crime, que des polars historiques, aussi pour montrer un peu la diversité et la richesse du genre, non seulement du point de vue géographique, mais aussi du point de vue du littéraire, simplement. Du point de vue littéraire. Alors vous avez lu du coup différents polars de différentes zones géographiques. Vous y voyez des différences dans les façons d'écrire, dans les façons d'aborder la thématique et le genre, ou ça se mélange et c'est plutôt un problème d'auteur? Alors, je pense qu'il y a quand même une typologie qui est liée au lieu. Et c'est là où on rentre vraiment au cœur, en fait, de la richesse du roman policier, et qui constitue, en fait, la véritable découverte, ou les découvertes qu'on peut faire en lisant des auteurs d'une région ou d'un pays. Lire un roman policier d'un auteur polonais qui situe son intrigue en Pologne, c'est pas du tout la même chose que de lire un polar d'Irlande du Nord. Et c'est vrai que souvent, ce qui transparaît dans les romans policiers, parce qu'on est vraiment dans le cœur de la société, de certaines failles de la société, ou problématiques sociales, sociétales, mais aussi où vont retransparaître l'histoire du pays, avec un petit H ou un grand H. Typiquement, en Pologne, beaucoup de ces romans
vont traiter de la question de la Deuxième Guerre mondiale, qui a beaucoup impacté la Pologne, suivie par la période du communisme, ou la question juive, où en fait on voit que c'est des questionnements qui sont encore très présents aujourd'hui dans ce pays et qui finalement transparaissent dans la littérature. C'est le cas des Finlandais aussi. Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, l'Irlande du Nord, il y a la question des troubles, des conflits entre les protestants et les catholiques. Quand on est en Italie, à Naples, on va toucher à toute la question de la mafia. Et c'est ça qui rend vraiment cette énorme richesse et qui font que lire un polar finlandais ou un polar italien ou espagnol ou danois, finalement, c'est très différent. Même si les ingrédients, finalement, sont les mêmes. C'est clair que, par exemple, on s'est rendu compte que souvent, il y a des églises qui sont utilisées. Alors, on a visité je ne sais pas combien d'églises. Dans mon Dragon du Muvran, on retrouve un cadavre dans le temple de Grillon au début. Je ne suis pas le seul à avoir mis un cadavre dans un temple. Donc, en fait, quelque part, les ingrédients... il y a certains codes, il y a certains codes ou certaines typologies de lieux qu'on utilise vont être les mêmes, peut-être en Islande, parce qu'en Islande, je suis sûr qu'il y a aussi un cadavre dans une église, forcément. Mais ensuite, ça devient extrêmement différent selon le contexte où on le place. Parce que du coup, va transparaître la géographie du lieu, la culture du lieu, la gastronomie, l'histoire. Oui, et puis bon, l'imprégnation, comme tu le disais, de l'histoire et des problématiques sociales inhérentes au pays. Et après, c'est certain qu'un polar, ça reste un polar. En revanche, est-ce que vous avez remarqué, parce qu'on parle souvent par exemple des polars scandinaves, en disant qu'il y a ce qui caractérise le polar scandinave, c'est souvent une espèce de lenteur dans l'intrigue, avec quelque chose d'un petit peu contemplatif. Est-ce que vous avez dégagé des caractéristiques par pays, indépendamment de l'intrigue elle-même, mais d'atmosphère comme ça, qui pourraient correspondre davantage? Je sais pas, moi je m'imagine un petit peu qu'un roman, par exemple espagnol, ça va être quelque chose de beaucoup plus festif, de beaucoup plus caliente. Est-ce qu'il y a une dynamique de genre un peu plus globale, inhérente au pays, ou pas particulièrement? Alors, peut-être la première chose, c'est que, de nouveau, malgré tous les romans policiers qu'on a lus, ça reste infiniment petit en comparaison de tous les romans qui existent. Donc, sans vouloir faire trop de généralités, je pense qu'il y a quand même, je dirais déjà le décor principal. C'est clair que souvent, roman policier, on va retrouver un cadre assez souvent urbain quand même. Parce que il faut quand même... je dirais il y a deux tendances. Soit c'est un cadre urbain parce que c'est le poste de police principal de la région, et puis c'est là que se passent les trafics, il y a les lieux de pouvoir, et puis que du coup les enjeux sont forts. Et puis à contrario, on va retrouver des petits villages avec des petites communautés où il y a un élément perturbateur qui arrive et puis qui modifie complètement l'équilibre de ce petit village. Ça c'est un petit peu. Et ça, un peu pour tous les pays, on retrouve. Ça, c'est universel. Ça, on retrouve un petit peu. C'est deux types. De choix. C'est deux typologies un petit peu de lieux. Après, c'est clair que c'est aussi très différent, par exemple, quand on a des villes portuaires, par exemple Gênes, Hambourg, Glasgow, Belfast. C'est aussi des contextes propices aux romans policiers, vu que c'est des lieux de passage, des lieux de carrefour, avec des zones d'ombre, où on ne contrôle pas tout, malgré tout ce que la police ou le pouvoir peut mettre en place. On ne voit pas forcément tout. Mais après, je pense... Tu veux compléter ? Ouais, alors peut-être, je voulais rebondir sur le côté espagnol caliente. J'en étais sûre. On voit par exemple qu'il y a, c'était intéressant aussi parce qu'on a découvert plein de choses dans quel pays était traduit, dans quelle langue, quel pays lisait plutôt, quel type d'auteur de quel pays. Par exemple, les Espagnols et les Italiens sont
bien lu en français, mais très peu traduit en allemand, par exemple. Les Allemands vont plutôt lire du nordique que de l'espagnol et de l'italien. Voilà, on a découvert un certain nombre de choses comme ça. Et quand on a fait notre tour espagnol, en fait, c'est un tour du nord de l'Espagne quasiment, parce qu'on est entre Barcelone, Terra Alta, Madrid, et puis on monte au Pays Basque. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de polar dans le sud, il y en a peut-être un peu moins, mais c'est des polars qui sont pas traduits en français, ou très peu. Alors qu'il y a une tendance qui est très claire en Espagne, c'est le polar basque. Et d'ailleurs, eux parlent du polar, ils le comparent au polar nordique, parce qu'ils sont dans une ambiance de polar nordique au Pays Basque, où effectivement, c'est pas caliente, on est plutôt dans le brouillard, la pluie. Attention, je te rappelle que ma mère est basque, donc je suis quand même un peu basque aussi. Mais il y a aussi du soleil. Oui, merci. Non, c'est Par vrai contre, qu'il fait au Pays Basque. Et du coup, en fait, ces polars-là, ils ont une identité presque plus proche du polar nordique, aussi peut-être dans une certaine lenteur dans l'ambiance. Donc je trouve ça assez difficile. Mais comme Benjamin l'a dit, on a une vue assez partielle parce que la Pologne, il y a entre 300 et 400 titres qui sortent chaque année de polar. Mais il y en a très très peu qui sont accessibles parce qu'il est traduit. Donc on a une vue relativement restreinte, même si effectivement on a quand même un peu une richesse parce qu'on a lu des polars d'un peu partout. Mais du coup, je trouve que c'est difficile de stigmatiser par rapport à un pays en disant qu'il y a vraiment un style très très précis. Même en Suède, il y a du polar très noir, il y a du polar plus cosy, il y a du polar urbain, il y a du polar qui est clairement très rural ou axé sur les petites communautés. Donc même dans le polar nordique, il y a une énorme variété. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, il y a quand même ce qui ressort, ce côté atmosphérique, noirceur. C'est ça, c'est très cliché finalement, et le guide permet, même si, comme vous le dites, évidemment, vous n'avez pas pu ratisser sur l'intégralité de la littérature de chaque pays, c'est évident, mais c'est quand même une ouverture, parce qu'en effet, comme tu dis, on a un petit peu pour chaque pays. L'Angleterre, pour moi, c'est les Cozy Mystery, effectivement, l'Écosse, c'est les paysages balayés par les vents et la pluie. et c'est vrai que ça ouvre davantage. Mais alors, pour revenir un petit peu au making-of du guide, donc combien de temps déjà ça vous a pris, rien que cette phase-là, pour faire votre dégraissage et passer de vos 2000 auteurs, 2000 à 185, donc on élimine en fonction des critères que vous avez évoqués. On fait une liste de livres à lire, je suppose. Ça, c'était cette phase préparatoire. Combien de temps là-dessus ? Ça s'est étalé principalement entre août 2022 et puis mars 2023, je dirais. On avait à peu près, en mars 2023, on avait arrêté un petit peu les 22 itinéraires. Après, on n'avait pas forcément tous les auteurs encore clairement identifiés pour chaque itinéraire. On avait l'ambition au départ, par exemple, d'avoir un itinéraire autour de l'Adriatique, des Balkans, parce que moi j'avais lu un auteur croate, Pavicic, qui correspondait pleinement à l'esprit du guide. Donc on a commencé un petit peu à regarder s'il y avait des auteurs en Albanie, en Serbie, en Slovénie. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas à avoir suffisamment d'auteurs pour faire un itinéraire propre à la Croatie, à la Serbie ou aux Balkans de manière plus large. Et par exemple, là, c'est un des exemples où on n'a pas pu proposer un itinéraire sur les Balkans, par exemple. Oui. Et puis après, c'est clair que en mars 2023, on avait à peu près nos itinéraires, nos auteurs. Mais on s'était laissé un petit peu cette marge de manœuvre de dire on va partir voyager, on va aller dans les différents pays, on va rencontrer des auteurs qui vont peut-être nous en parler. On l'a pas dit, mais le guide, c'était pas seulement créer des itinéraires, c'était aussi pour chaque auteur que vous présentez, aller voir l'auteur chez lui, l'interviewer et inclure, on va en parler un petit peu après, inclure toutes ces données dans le guide via un site internet. Donc ça aussi, c'est encore plus, vous mettez un truc, vous avez mis 3 ans pour faire le guide, donc on comprend pourquoi.
Et donc, comment est-ce que vous les avez contactés individuellement? Vous vous êtes fait aider par votre maison d'édition? Comment ça s'est passé? Parce que vous aviez au préalable discuté du projet avec la maison d'édition, et la maison d'édition vous avait donné un accord de principe. C'est oui, un petit peu ça. Ouais. Et donc, comment ça se passe en pratique quand on a 185 personnes qu'on ne connaît pas? Enfin, vous en connaissez certains, j'imagine, mais une minorité, dont on ne parle pas nécessairement la langue, même si vous parlez beaucoup de langues, à vous deux. Alors, c'est vrai que moi, j'ai la chance de parler suédois, allemand, anglais. Benjamin maîtrise bien l'italien. Donc avec ça couvrait déjà pas mal de possibilités de parler aussi avec les auteurs dans leur langue. Donc vous les avez contactés de quelle manière? Via les maisons d'édition? Comment ça s'est fait? Il y a eu un peu de tout. Alors c'est clair que pendant cette période d'hiver, voilà, comme Benjamin disait, on a affiné les itinéraires, on avait déjà une idée des auteurs. Puis après, on s'est un peu focalisé sur les pays qu'on allait visiter la première saison, hein, donc c'était en printemps, été, automne 2023. Et puis là, on s'est un peu séparé les tâches. Benjamin était dans l'organisation pratique du voyage, par où on allait passer, quel lieu on allait visiter, etc. Et moi, j'étais plus dans le contact avec les auteurs. Alors certains que je les connaissais, d'autres je les ai contactés sur Instagram. Je pense que le fait que je sois aussi auteur de polar a peut-être facilité l'entrée en matière. Pour d'autres, on est passé par les maisons d'édition ou par les agents. Il y en a qui étaient plus ou moins facilement accessibles. Mais en règle générale, on a pu rentrer en contact avec la plupart des auteurs, ce qui était assez génial. Et puis, tous ont été assez enthousiastes dès le départ. Oui, voilà, et c'est nous ont une question qui nous avait été posée, de savoir s'il y en avait qui avaient refusé d'apparaître dans le guide ou qui n'étaient pas intéressés par le projet. Vous avez eu des petites déceptions, sans citer de nom, mais... Alors, il y en a eu quelques-uns qui se sont montrés pas intéressés. Mais je dirais sur les 185, on en a rencontré 110, ce qui est déjà assez énorme. On a été en contact avec près de 150. Qui ont répondu à un questionnaire, par exemple, par rapport au lieu ou à leur méthode d'écriture, par exemple. Qu'on n'a pas pu rencontrer pour des questions de timing ou de lieu d'habitation, etc. Donc finalement, et puis après, il y a aussi les auteurs plus anciens qui sont plus de ce monde. Voilà, là, c'était un peu compliqué. Donc finalement, le nombre d'auteurs avec qui il n'y a pas eu de contact était assez minime. La plupart ont été très enthousiastes, étaient très ouverts, et puis les rencontres, des fois, c'était 1 heure autour d'un café, mais ça a aussi été des rencontres, des fois, de 2 jours, où les auteurs nous ont servi de guide sur les lieux de leur polar, où on a passé des soirées, on a mangé, donc il y a vraiment eu un panel assez large dans ces rencontres, et puis c'est ça qui était... Il y a de quoi faire un deuxième bouquin, hein, les gars. Ça aussi, on va en parler parce qu'on a eu des demandes. Hein. Ouais, donc parce que en effet, alors ça c'est aussi l'avantage d'être assez souple vous dans vos horaires et dans votre planning avec le camping-car, parce que j'imagine que vous avez eu quelquefois vous disiez ok, on va passer une matinée dans tel endroit et puis vous vous retrouvez à passer 2-3 jours sur place ou avec des moments qui s'éternisent, où il y a eu... Alors là, on va revenir au fameux tableau Excel. Allons-y, je sens l'anecdote. Non, mais c'est vrai qu'en fait, un voyage de ce type-là, alors bon, déjà, à la base, on est plutôt des gens, je dirais, très organisés. Mais il faut l'être dans un projet comme ça. Donc en fait, on part toujours on a notre tableau Excel avec nos jours, nos étapes, etc. Pour en fait avoir un cadre très défini, ce qui nous permet, je dirais, après, au moment du voyage, d'avoir une plus grande flexibilité, parce qu'en fait, on connaît les étapes, on sait où on va. Du coup, on perd pas de temps sur le moment. Mais aussi on peut plus facilement jongler, voilà, s'il y a des imprévus, si on s'attarde, si on est bien à un endroit ou pas. Ça, c'est un peu notre manière de fonctionner quand on voyage. Mais bon, par contre, on n'a pas tout d'un coup dit tiens, ça nous plaît ici, on reste 3 jours de plus. Là, on avait quand même un programme. Là, on était justement conditionné. Disons, ça dépend combien de temps tu te donnes, parce que vous vous donniez combien de temps à peu près par pays?
Alors c'était très variable vraiment, mais c'est clair qu'en fait... La taille des pays est tellement variable aussi, tu vois, entre la Suède et la Suisse. Le nombre Mais je vois pas. Non, mais... C'est immense la Suisse. Non, mais quand un gars te dit j'utilise Excel, tu dis c'est bon. Tu sais qu'il va... Non, mais ce qui conditionnait aussi vraiment, je dirais, tout le voyage, c'était en fait les rendez-vous qu'on avait avec les auteurs. Parce que... voilà, ça s'est booké en avance. Voilà, souvent, 3 mois avant, on avait défini la date, et souvent même l'heure à laquelle on avait rencontré l'auteur. Parce que c'est clair que voilà, chacun a son planning. Et puis après, voilà, il y a certains auteurs qui nous ont dit « Ah, mais si vous venez, je vous ferai découvrir tel endroit. » Donc, OK, on prévoit 2 jours et on sait qu'on y passe 2 jours. Par contre, on savait aussi que le 3e jour, on rencontrait un autre auteur. Donc, du coup, qu'on le veuille ou non, on poursuivait. Et finalement, c'était assez rare qu'il y a quelques moments au cours du voyage où nous, on avait prévu... un petit temps de pause où voilà, oui, ou peut-être pour voilà, vous pour nous aussi avoir un peu du temps, visiter quelque chose en particulier, mais quand même on avait un petit peu notre programme, on savait c'était du job quoi. C'était vraiment voilà, oui, c'était déplacement professionnel. C'était assez intensif. C'est clair que dans le programme, on a aussi intégré des choses qui avaient rien à voir avec le guide, parce qu'on passait quand même dans la région, puis il y avait des choses qu'on voulait voir, des randonnées qu'on voulait faire. Des distilleries, par exemple. Au hasard. Donc ça faisait partie du voyage aussi. Mais c'est vrai que c'était quand même assez structuré, et puis quand on avait prévu une semaine, on restait une semaine, puis on continue ensuite le voyage. Bon, dites-nous la vérité, il y a eu des couacs dans cette organisation de temps en temps. Il y a à peu près une panne par itinéraire. Alors, dans l'organisation, non, l'organisation était bien. Après, oui, non, mais dans l'application, non, mais je ne doute pas que le fichier Excel, on a bien compris que Benjamin maîtrise le fichier Excel, mais après, dans la pratique... Ça, c'est la vie en vanne, les pannes. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a un très grand confort et un plaisir à pouvoir voyager en camping-car, d'avoir son propre chez-soi en voyage. Je pense que vous pouvez témoigner de ça. Ouais. Après, c'est clair que voilà, tout est... je veux dire, voilà, il y a un problème d'eau, un pneu qui crève, ou voilà, à chaque fois, c'est à la fois notre maison, notre moyen de transport, notre bureau, donc voilà, tout doit fonctionner pour que le voyage puisse continuer. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on commence un nouveau pays, c'est un peu la hantise en disant qu'est-ce qui va nous tomber dessus cette fois. Tous les pays ne sont pas équipés pour le camping-car de la même manière. Ouais. Souvent, quand c'était les plus petites pannes, on a eu la crevaison, on a eu le réservoir d'eau usée qui vidange plus. Non, pas qui vidangeait plus, mais qui a lâché et qui traînait sur la route. Ah ouais. Finalement, là, c'était des réparations qui étaient assez rapides, assez faciles, donc on a perdu relativement peu de temps. Le plus embêtant, c'était en Écosse, on était proche d'Inverness, et tout d'un coup, il y a la boîte automatique qui a commencé à faire des siennes, et là, on s'est dit, ouh là là, ça sent pas bon. Et on s'était déjà rendu compte à quel point c'est difficile de trouver un garagiste qui veut bien prendre quelqu'un en urgence. Et puis dans les Highlands. Et dans les Highlands, alors c'était galère. On a regardé avec le TCS s'ils pouvaient nous aider, donc ils faisaient les téléphones. On a téléphoné à une quarantaine de garages qui nous disaient tous oui, bien sûr, mais dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 6 semaines, etc. C'est qu'un van. Et le TCS nous disait mais en fait non, vous n'allez pas trouver, il faut qu'on vous rapatrie. Puis je disais mais ça va pas le faire, donc il faut qu'on trouve une solution. Finalement, on a eu un contact avec un petit garagiste qui a dit ok, je vous fais ça, mais la semaine prochaine. J'ai pas le temps ces prochains jours, mais la semaine prochaine, promis. Par contre, j'arrive pas à commander les pièces, donc débrouillez-vous pour les faire venir, vous me les amenez. Très bon aussi pour les yeux de chat, pour l'appel à la pitié dans ce genre de situation. Oui, enfin, tout dépend de quel point de vue on se place. Donc là, on était très chanceux que ça fonctionne. Puis on a en fait, on a même
pas vraiment dû trop adapter notre programme parce que on a finalement loué une voiture. Donc le camping-car, du coup, il est resté sur place. On dormait dedans jusqu'à ce qu'il puisse être réparé. Mais on avait une voiture et puis du coup, on a fait les lieux dans les Highlands jusqu'à Aberdeen et tout ça, en partant de Inverness et en revenant. Puis comme ça, après, dès qu'il était réparé, on a pu repartir. En emmenant le chat, parce qu'il faut qu'on parle du chat à un moment donné. Vous savez qu'on a promis d'en parler à Rebecca. Donc, parce que vous voyagez non seulement en camping-car audacieusement dans les lieux les plus reculés, mais aussi avec votre chat, qui est officiellement le co-auteur numéro 3 du guide. Exactement. Et vous l'emmeniez en voiture pour à la rencontre des auteurs dans cette période? Non, alors dans cette période, dans les Highlands, il fait en général pas 35 degrés. Non. Donc je pense qu'il était mieux chez lui, parce qu'il identifie le camping-car aussi comme chez lui. C'est sûr. Avec ses croquettes, son eau, son lit. Et puis il était content de nous revoir quand on revenait en fin de journée. Ah oui, mais mais c'est vrai que parfois il est bien. Il n'est pas maltraité, cet animal. Alors parfois il est venu aussi en randonnée avec nous. Il y a aussi quelques auteurs du coup qui ont vraiment voulu rencontrer notre chat. On a même une photo de Sandrone Dazieri à Milan qui caresse Chatran. Jussi Adler-Olsen est venu dans le camping-car parce qu'il voulait absolument voir notre chat. Donc du coup ça a aussi créé des moments assez amusants. Il y a un truc avec les chats, on sait bien. Les chats c'est aussi universel, ça crée des liens. C'est quand même bizarre que vous n'ayez pas trouvé un garagiste écrivain de polar écossais, je comprends. Et qui a un chat. Et qui a un chat. C'est quand même curieux. Ça aurait résolu le problème tout de suite. Ça aurait résolu le problème. Bien sûr, je te le fais dans la matinée. Donc effectivement, quand on vous écoute, on comprend bien que vous rencontrez les auteurs, ils vous font découvrir leur lieu de vie et le cadre de leur polar, ils vous racontent des tas de choses, vous passez des heures avec, mais vous êtes limité dans le guide à 1000 signes, ce qui représente une demi-page à peu près, pour présenter chaque auteur, ce qu'on comprend très bien, puisque avec un nombre d'auteurs comme celui-ci, si on veut pas que le guide il fasse 1200 pages, il faut restreindre, mais c'était relativement frustrant, donc vous avez trouvé une solution pour vous étaler un peu plus, si j'ose dire, et c'est l'originalité aussi du guide, c'est que vous avez un site internet complémentaire au guide. Alors vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Alors en fait, donc dans le guide papier, on va retrouver donc. Montrer. Oui, mais je voulais dire montrer l'intérieur. Tu fais beaucoup mieux que moi. Oui, voilà, c'est fait. Bon, voilà. Donc dans le guide, à chaque itinéraire, on va donc retrouver. Et comme par hasard, il tombe sur l'Écosse, mais je dirais. Ouais. Ah ouais, c'est bizarre. C'est quand même le mien, donc je pense que il a été un petit peu ouvert. Un petit peu écorné. C'est ça. Donc on va à chaque fois trouver en fait une introduction, une carte, quelques photos et à chaque fois justement des textes qui permettent d'introduire chaque auteur, leur univers, leur série policière. Et puis on retrouve aussi un QR code qui permet ici d'être scanné. Ou alors un code pays qui permet en fait, on peut entrer ce code sur la page internet si on utilise un ordinateur. On arrive directement au mini-site de l'Écosse où les auteurs se retrouvent présentés. Chaque auteur a une page dédiée. Et là en fait, sur cette page, on va retrouver la bibliographie, la biographie de l'auteur, mais aussi l'interview, la retranscription de l'interview qu'on a eue avec les auteurs, où là c'est aussi l'occasion d'aborder un petit peu leur processus d'écriture, la naissance de leur série, présenter un petit peu leurs protagonistes, parler un petit peu justement de l'approche qu'ils ont aussi par rapport au lieu, à l'ancrage géographique, culturel. On va quand même le lancer. Salutation de la Bavière au passage. Oui, voilà. J'ai un coucou. J'aime bien les. Voilà, j'ai parfois mauvais goût, mais on est chez moi. Et donc voilà cette interview. Et puis ensuite, on va aussi retrouver les lieux qu'on a pris en photo.
Oui, un peu plus d'images aussi. Voilà, souvent, Toutes les photos, que ce soit dans le guide ou dans le site, ce sont vos photos. C'est nos photos, ouais, effectivement. Là, à chaque fois, on a chacun notre appareil pour multiplier les chances d'en avoir des bonnes. Voilà. Ouais, c'est réussi, oui, elles sont très crédibles. Et puis, c'est vrai que voilà, les lieux, c'est aussi l'occasion de montrer, faire découvrir les lieux récurrents, les lieux un petit peu emblématiques des séries policières de chaque auteur. Et puis, à chaque fois, soit on va retrouver un extrait des romans qui parlent justement de ces lieux, ou alors il va y avoir un commentaire de l'auteur par rapport au lieu. Je sais pas, Ian Rankin qui explique pourquoi il a son bar fétiche au Oxford Bar et pourquoi John Rebu y va, etc. Donc c'était un petit peu l'idée à chaque fois de vraiment présenter les lieux et que l'auteur puisse aussi parler de son attachement et des raisons pourquoi il utilise tel lieu plus qu'un autre. Voilà. Ouais, puis avec des petites vidéos aussi Exactement, qui avec les permettent auteurs. vraiment de les voir en chair et en os. Chair et en os, ou presque. Et c'est vrai que ça fait très envie ça permet de découvrir leurs univers à chacun. C'est vraiment réussi. C'est vous qui avez conçu et on ne dit pas fabriquer un site internet, mais en tout le monde vérité. comprend. Mais voilà, non, mais vous savez que c'est pas moi la technicienne du duo. Donc c'est vous qui l'avez fabriqué, le site. Alors, la structure de base du site a été faite par un ami qui est informaticien, parce que là, on voulait vraiment s'assurer que, par rapport à ce qu'on imaginait, ça fonctionne, ça tienne la route, parce qu'on ne savait pas combien de personnes, de lecteurs allaient ensuite l'utiliser, donc il fallait vraiment s'assurer que la base était bonne. Oui, s'il y avait 8000 personnes qui venaient voilà, dessus, que ça ne plante pas le exactement. site. Comme juste après la diffusion de l'épisode, par exemple. Exactement. Exactement. L'audience. Bien évidemment. Mais ensuite, tout le reste, on a dupliqué les pages, on a construit le contenu, etc. Donc on s'est pas mal amusé. Et là, dans les prochaines semaines, on va s'attaquer à dupliquer ce site complet en allemand, puisque les lecteurs allemands voudront aussi avoir accès. En prévision de dupliquer et adapter, puisque c'est ça. pas tout à fait le même. Exactement. Ouais. Oui, parce qu'il y a combien d'auteurs... Pardon, excuse-moi. Il y a combien d'auteurs différents entre les deux versions ou combien de communs enfin, Il y a des pays différents déjà. Ouais, alors grosso modo, il y a peut-être un 20% qui diffère. D'accord. On peut vous donner quelques exemples. Dans le guide en français, on a un itinéraire en Belgique avec 8 auteurs, dont seul un est disponible en allemand. Donc en fait, on ne pouvait pas proposer un itinéraire aux Allemands où seulement un des 8 auteurs est accessible. Et à l'inverse, dans le guide allemand, il n'y a pas la Belgique, mais il y a l'Autriche, où en fait on a le problème inverse, c'est-à-dire qu'il y a très peu des auteurs autrichiens qui sont traduits en français. Donc ça, c'est vrai qu'on s'est rendu compte de manière générale que, par exemple, les pays nordiques étaient très traduits. Et finalement, en Suède, on avait plutôt l'embarras du choix et c'était plus difficile d'arriver à 10 auteurs parce qu'on aurait pu en mettre 3 ou 4 fois plus. En revanche, on a un itinéraire en Pologne où finalement, sur les 8 auteurs, il y en a la moitié qui sont en français, la moitié en allemand. Donc là, on a délibérément choisi quand même d'intégrer quelques auteurs qui ne sont pas accessibles en français dans le guide français, avec un petit mot dans l'édito en disant « Avis aux éditeurs ». Il y a encore des auteurs, il y a un potentiel, en plus. Oui, puis ça peut tout à fait marcher, parce que le fait qu'il y ait cette traduction du guide et ça fait une ouverture, ça peut être chouette pour eux. Alors si ça contribue à ça, ouais. Et c'est vrai qu'aussi le phénomène de la traduction, ça peut changer très vite. Là, par exemple, on a intégré une auteure italienne. Au moment où on l'a intégrée dans le guide, elle n'avait aucun roman qui était en français. Pour pas la citer, Cristina Casarscalia, c'est une auteure qui situe ses enquêtes en Sicile. On y était en juin 2023, 2 ans plus tard, et là, c'est 2 premiers romans de cette série qui ont été traduits en français. Et puis, voilà, Satu Remo en Islande, c'est aussi le même phénomène. Donc, quelque part, on s'est aussi affranchi quelquefois de cette question de la traduction, parce que ça peut aller très vite, et puis
voilà, finalement. Et puis après, il y a aussi des lecteurs qui sont polyglottes. Donc, juste pour conclure, le guide français, il y a donc cette partie Belgique qui n'existe pas dans le guide en allemand, et vous l'avez pas remplacé, mais vous avez complété le guide en allemand avec un autre pays. Et tu m'as dit l'Autriche. C'était l'Autriche. Ouais, okay. Exactement. Vous avez trouvé une dizaine d'auteurs en Autriche aussi. Ouais. Okay. Génial. Et donc pour être clair, les informations dans le bouquin ne sont pas les mêmes que les informations sur le site. C'est vraiment un complément. Exactement. Site. Il y a beaucoup plus d'informations, il y a des vidéos, puis surtout c'est dynamique. Vous pouvez mettre à jour les choses éventuellement s'il y a des choses qui bougent du côté des auteurs et du côté des itinéraires. Donc c'est vraiment un chouette projet. Mais un site qui, on le précise, n'est accessible, il n'est pas référencé, on ne peut pas aller directement sur le site n'existe pas tout seul, c'est vraiment un complément du guide avec donc les QR codes et les codes d'accès via le guide. Donc ça complète le contenu principal qui est quand même vraiment pensé le guide. Comme une extension pour une immersion, je dirais, pour aller à la rencontre de l'auteur et de son univers. Dans le guide, on va présenter l'auteur et sa série, et puis avec le site, on va aller plutôt découvrir comment cette série est née et aller à la rencontre de l'auteur, je dirais. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Est-ce qu'il y a une bonne motivation pour aller voir le site aussi? Oui, typiquement, c'est vrai que c'est assez rigolo. On a eu 2-3 retours déjà sur, par exemple, mais Nicky French, je ne savais pas que c'était un homme et une femme et que en fait c'était un couple à la ville. Parce que Nicky French, ça doit être une auteure anglaise. Et finalement, c'est assez... C'est ça. Donc il y a quelques surprises peut-être qui peuvent être aussi intéressantes pour les lecteurs. Est-ce que c'est un guide qui s'adresse plutôt aux lecteurs de polar, plutôt aux globetrotters, plutôt à tout le monde, aux deux? Aux deux. C'est qui est le comment on dit le veine, Pardon? Non, les deux mondes se croisent. Oui. C'est le public cible idéal, c'est qui? C'est clair que c'est un objet, un livre un peu hybride. C'est à la fois un guide touristique, mais c'est pas un guide touristique traditionnel. Dans le sens où on va pas forcément trouver dans le guide des indications de distance, de durée, des adresses, etc. On y propose effectivement un itinéraire, mais l'idée pour nous d'emblée, c'était de dire en fait, ce livre doit servir d'inspiration. C'est clair que un des publics cibles, c'est ceux qui lisent et qui aiment du polar. Si en plus on aime voyager, c'est un tout. Mais finalement, on peut aussi déjà voyager au travers de la lecture. Donc l'idée, c'est de dire, en tant que lecteur, on peut ouvrir ce guide, on voit une jolie photo, on dit « Ah tiens, c'est où ?» Puis lire du coup l'univers de l'auteur à laquelle est rattachée cette photo. Ou alors se dire « Ah moi, je suis curieux, mais en fait, en Finlande, il y a quoi comme auteur ?» Et puis on ouvre la page Finlande. Puis après, on peut aller sur le site internet pour aller plus loin, puis lire un livre et voyager au travers de la lecture. On peut aussi se dire, l'année prochaine, on avait prévu de partir en Écosse, pourquoi pas. Du coup, je vais me préparer à ce voyage en lisant quelques polars écossais. Ou alors de les prendre dans ses bagages quand on va en Écosse. Donc il y a plein de portes d'entrée différentes. Donc ça peut servir d'inspiration à la lecture, ça peut servir aussi d'inspiration pour aller voyager ou aller voir des lieux un peu spécifiques au cours d'un voyage qu'on va faire. Il y a aussi ce côté, vous avez lancé sur les réseaux sociaux un concours, on peut dire un concours qui permet finalement, au travers du guide, de découvrir les chroniques d'auteurs de polar que si moi je lis du nordique, je serais pas forcément allé vers, des Polonais ou vers des Italiens. Mais en lisant les critiques, peut-être que je vais découvrir un nouveau monde, une nouvelle façon de voir les policiers et que je vais du coup aller lire ce côté italien. Et je trouve que c'est assez intelligemment fait parce que ça ouvre cette troisième porte, c'est de découvrir. Parce qu'il y a genre dans le genre, quoi. Tu lis des polars plutôt nordiques et puis il y en a d'autres qui existent et ça permet de les découvrir. Je trouve ça vraiment chouette. Ce projet Insta, ce concours Insta, il est au décours tout le mois de novembre et ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Oui, est-ce que c'est possible de l'intégrer à tout moment? Parce que Tout à fait. On n'a pas encore la date
petite poêle de diffusion, mais elle sera quand même avant la fin. Oui, donc il faut aller, c'est sur Instagram, et puis vous avez créé un profil qui s'appelle 22 itinéraires exactement. autour du polar. Polar Europe. 22 itinéraires Polar Europe, exactement. Voilà. Et là, on peut se renseigner ou nous envoyer un message en privé pour voir comment accéder au groupe, parce qu'on a fait un groupe aussi spécifique dédié à toutes les personnes qui participent à tout ça. Et avec un gros lot qui a une fondue, où je me trompe. Non, mais parce qu'il faut quand même, faut quand même donner envie. Alors, effectivement, on a dit que pour le gagnant ou la gagnante du concours, on offrait une journée à Grillon, où on ira visiter quelques scènes de crime, et puis on terminera la journée par une fondue. Quelques scènes de crime. Tu habites encore là-bas? Tu n'as pas peur? Ouais, je sais pas si on y va. Est-ce qu'il y a eu... alors, on nous a posé plusieurs questions, c'est nous aussi, donc on a fait un appel sur les réseaux sociaux et on a eu beaucoup de questions qu'on a déjà un petit peu posées au cours de la discussion. Est-ce qu'il y a eu un auteur, vous nous avez parlé de cet auteur des Balkans qui était malheureusement un petit peu tout seul dans son secteur. Est-ce qu'il y a eu d'autres auteurs que vous auriez aimé rencontrer ou intégrer et que vous n'avez pas pu pour une raison ou une autre ? Alors c'est clair que c'est un petit peu le côté frustrant un petit peu de la démarche, c'est que on aurait volontiers continué à aller à la rencontre des auteurs. Après, en citer un en particulier comme ça, j'ai pas vraiment de nom. Non, moi non plus, je pense que... sur 2 ans de projet, je pense que vous avez eu le temps d'affiner et puis en fait, c'est des choix que vous faites avant. Du coup, sur le moment, il n'y a peut-être pas de déception. Par contre, il y a certainement des endroits où des auteurs que vous pouvez repérer par réseautage, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en rencontrant un auteur, il vous parle peut-être d'un autre qui n'est pas forcément dans votre liste, qui va peut-être être traduit, et puis qui pourrait rentrer plus tard dans un autre. C'est vrai que pendant le voyage, on a aussi profité d'aller dans plein de librairies. Partout où on allait dans les librairies. C'était aussi intéressant dans chaque pays de voir, en fait, qu'est-ce qu'il y a comme polars qui sont traduits, je sais pas, en hongrois, en slovène, en polonais, quels sont les auteurs du pays qui sont mis en avant. Puis on en a comme ça découvert aussi certains qu'on n'avait pas encore repérés dans nos recherches, par exemple. Pour une deuxième édition du guide, je vous avais dit que je vous le demanderais. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que on avait fait donc ce guide 111 lieux des Alpes vaudoises à ne pas manquer, qui était une demande, cette fois de l'éditeur, parce qu'il voulait développer cette série de guides en Suisse romande. Elle était déjà extrêmement développée en Allemagne, aussi pas mal en Suisse allemande, mais pas trop en Suisse romande. Et ils nous ont dit, mais vous voulez pas en faire un pour essayer de lancer cette collection en Suisse romande et puis autour de chez vous. Puis on a dit, c'est sympa, on fait volontiers. Ce qui était effectivement très sympa à faire, mais quand on l'a fini, on s'est dit, en tout cas, c'est la dernière fois qu'on se lance dans un travail comme ça. C'était super intéressant, mais on s'est plongé dans 111 univers différents parce qu'on présentait des alpages, des artisans, des lieux historiques, etc. Donc à chaque fois, c'est un univers dans lequel on se plonge. Il fallait faire les photos, on n'est pas photographe. C'était un printemps quand on les faisait qui était vraiment pas le meilleur. Donc il y a même une photo, je crois qu'on a trois fois. Trois fois avec le brouillard. C'était au-dessus de l'Aise, les Lapcases. Donc finalement, il y a une photo avec du brouillard. En fait, c'est tout le temps comme ça. Et puis on a dit, on l'a fait une fois, c'était super, mais on n'en refera pas un. Plus jamais. Donc maintenant, on arrête de dire plus jamais parce que visiblement, ça entraîne d'autres. Bon, ça va faire très plaisir aux personnes qui ont posé la question et qui avaient l'air assez partantes pour peut-être. Alors, on nous a suggéré. Enfin, on vous suggère, d'une part, un guide exclusivement consacré à la Suisse et sur d'autres continents. Voilà, au choix. D'accord. Okay. Vous voyez par lequel vous commencez. C'est les suggestions de. C'est les suggestions, c'est les suggestions. Et les continents, je crois que ça va leur faire envie de toute façon. Vous n'avez pas besoin de suggestions.
Bon, alors, après, il faut quand même aussi qu'ils écrivent leur fiction, parce qu'ils ont quand même... parce que ça prend un petit peu du temps, toute cette histoire-là. Là, on parle d'un projet de au moins 3 ans. Ouais. Plus les ça fait près de 3 traductions, ans, plus la promo, on va être plutôt sur 4-5 ans. Ce qui est une belle tranche de vie, on va dire. Ouais. Projet à 5 ans, c'est une année et demie. C'est pas mal. Bon, on Oui, attend parce le prochain que projet. là, effectivement, il y a maintenant la promo et vous êtes extrêmement actif aussi sur la promo. Bon, vous avez quand même une bonne expérience l'un et l'autre de la promotion littéraire. On a parlé du concours sur Instagram et puis vous faites énormément de dédicaces. D'ailleurs, pour savoir où vous rencontrez, il y a donc c'est sur Instagram essentiellement. Est-ce qu'il y a un site internet accessible, celui-là qui... Il y a une page d'accueil de... Oui. Alors la page d'accueil du site est ouverte à tout le monde avec les informations sur le guide. Et puis c'est à partir de là en fait qu'on rentre les codes pour accéder plus loin. D'accord. Sur cette page d'accueil, on va aussi trouver les événements auxquels on va participer. Donc oui, on mettra en note de l'épisode les références du site. Vous avez prévu combien de séances de dédicaces et de rencontres sur ces... C'est en construction. Non, mais on aime bien se faire peur. Non, mais alors, comment font-ils ? C'est toujours pareil. Il y a ce qu'on prévoit un peu d'emblée. Et là, on va forcément organiser toute une tournée de dédicaces avec les librairies Payot qui font une mise en avant spécial aussi du guide, avec une sélection d'auteurs à découvrir ou redécouvrir. On a des librairies indépendantes, il y a pas mal de choses qu'on a prévues, des soirées de bibliothèque. Puis finalement, il y a des demandes qui arrivent aussi en cours de route. Donc on est déjà en train de planifier un peu le printemps, avec aussi des présences dans des salons en France. Enfin, déjà fin novembre, on va à Toulon. Donc là, il y a encore des demandes qui arrivent, donc c'est évolutif. En même temps, c'est super bon signe, c'est qu'il est très bien accueilli et puis vous donnez de votre personne, donc vous méritez plus encore votre succès. C'est un bel objet, la couverture est magnifique. C'est une question de goût aussi, mais il y a de l'embossage, il y a les rabats, c'est très qualitatif. Les pages. C'est un parfait cadeau de Noël. Parlez-en à vos amis. Exactement. Il est très très fort. On va l'embaucher. Sérieusement, c'est vrai. Et il y a le côté promotion du polar aussi. Il y a le côté guide. Enfin, c'est un peu la rencontre de plusieurs mondes, mais l'objet est très qualitatif. Les pages sont il y a les photos couleurs, c'est du grammage assez épais. C'est vraiment un beau livre en fait. Et concentrer tout ça au même endroit, c'est très très bon projet. Donc bravo déjà. Moi, j'aurais voulu revenir un petit peu maintenant qu'on a bien parlé du guide et sur le comment, au niveau de l'écriture elle-même, comment vous vous organisez dans votre quotidien par rapport à l'écriture. C'est un très bon cadeau. Merci Benjamin, prends-lui le guide. Je vais le faire discrètement. Ouais, voilà, quand je fais diversion. Est-ce qu'il y en a, vous avez chacun votre... Voilà, c'est là que j'y arrive plus. Merci. Est-ce que vous avez chacun votre part du travail ? Il y en a un qui fait toutes les voyelles et l'autre toutes les consonnes ? Ou est-ce que non, mais il y a une certaine répartition. C'est au fil des projets, ça va être différent. Enfin, j'imagine que oui, du coup. Parce que écrire un guide comme ça versus écrire de la fiction, c'est vraiment pas la même catégorie. Donc, oui, alors autant d'un côté que de l'autre, comment est-ce que vous vous organisez ? Bon, disons que là, pour le guide, c'était la répartition était assez simple en fait, parce que celui qui s'est intéressé à un auteur ou un itinéraire en particulier, qui a lu les romans, qui s'est informé sur l'auteur, il a forcément écrit le texte qui est dans le guide. Mais c'est vraiment à peu près du moitié-moitié, grosso modo. Il y a certains itinéraires qui sont... que Benjamin a fait complètement, d'autres itinéraires que j'ai fait complètement, puis il y en a où c'est partagé. Donc là, la répartition est assez simple. Et forcément, on se envoyait chacun les textes, on les corrigeait, on donnait un feedback, etc. Oui, parce qu'il y a vos deux noms. Donc et l'idée, là aussi, c'était... On a beaucoup discuté au départ en disant quelle forme on veut donner à chacun des
de ces textes pour qu'il y ait quand même une sorte d'unité dans tout le guide sur comment on présente l'univers d'un auteur, quels sont les ingrédients qu'on y met ou pas, comment est-ce qu'on formule les choses. Et puis c'est un exercice de style que j'ai trouvé très intéressant, mais très difficile aussi, parce qu'on a dit avant, on a à peu près 1000 signes, et en 1000 signes, il faut présenter l'univers d'un auteur, introduire peut-être son personnage récurrent, l'ancrage géographique, la spécificité peut-être de cette série de romans, pour donner envie au lecteur d'aller voir plus loin. Et en fait, dans le guide, on a 185 textes, 2000 signes, qui finalement sont très proches, parce que finalement, c'est du roman policier, donc il y a souvent un inspecteur, il y a souvent un poste de police, il y a souvent... donc comment les rendre spécifiques? Et ça, c'était un assez gros travail dont on a beaucoup discuté, et puis on a un peu tâtonné au début pour trouver... Oui, savoir comment écrire ces textes, et puis finalement, après, c'est vraiment en fait un travail sur... à la fois être synthétique, mais justement de faire ressortir les spécificités, l'essence de l'univers, de la série policière dont on parle. Et puis, c'est clair que ça demande un petit peu de travail et de créativité des fois pour justement que les textes, c'est pas du copier-coller. Donc c'est clair que... D'ailleurs, pour donner un peu un aperçu sur qu'est-ce que ça implique. Je pense qu'on écrivait en moyenne 1 à 2 textes par jour, 2000 signes. Donc on s'intéressait à 1 ou 2 univers d'auteurs par jour. Et des fois, il fallait se replonger dedans. Et puis, il y avait presque 2-3 heures d'immersion avant d'écrire ces 1000 signes. Alors que quand j'écris un roman policier, j'arrive à plusieurs pages par jour. Oui, mais c'est plus ça qui est la difficulté, c'est en tout cas pour toi, ce que tu expliquais, c'est aussi justement d'être concis et dans une contrainte de nombre de signes, alors que tu écris plus large. Alors donc, vous avez 2 manières de faire un peu différentes pour arriver à ces 1000 signes, si j'ai compris. Ouais. À savoir que Marc va plutôt écrire plus et retravailler, couper dans un deuxième temps, alors que moi je vais prendre plus de temps à réfléchir à la construction, aux éléments, et puis arriver au plus proche des 1000 signes sans avoir besoin de trop couper par la suite ou de modifier. Donc ça c'est un peu... Tu fais ton editing un petit peu en cours de route, alors que toi, tu laisses aller, et puis après, tu retravailles. Ouais, on sait lequel des deux préparait l'apéro, du coup. Il y en a un qui va finir avant l'autre, je pense. Parce qu'il y a une méthode qui est plus longue que l'autre, à mon avis. Et puis, effectivement, alors, ce qui nous amène à déborder du guide et à poser un peu la même question quand vous écrivez de la fiction sur les ouvrages qui sont des jeunesses. Vous n'avez pas collaboré... en tout cas pas officiellement sur les romans adultes, mais sur plusieurs romans jeunesse que vous avez écrits en duo. Comment ça se passe quand on écrit de la fiction? Est-ce que c'est un chapitre chacun? Est-ce que c'est... il y en a un qui fait la structure et l'autre qui écrit? Racontez-nous. Je commence. Alors pour les frissons, déjà pour la construction du scénario, en fait, pour imaginer l'histoire, les personnages, l'intrigue elle-même, c'est vraiment sous forme d'échange. D'ailleurs, pendant le voyage, on a imaginé un frisson, et puis on l'a écrit aussi pendant le voyage, qui se passe à Marseille pour le coup, puisque c'est cette nouvelle série. On a commencé par les frissons suisses qui doivent être situés en Suisse, puis Ozu est venu nous demander, on veut lancer, au vu du succès des frissons suisses, une collection francophone plus large. Oui, donc les frissons, excuse-moi, je te coupe juste pour les auditeurs qui ne connaissent pas, donc les frissons sont des polars jeunesse pour les 9-13 ans. C'est ça. Avec effectivement, initialement, une collection qui s'appelle les frissons suisses, avec une vingtaine de titres. Presque, on s'approche des 30, je crois. Alors il y en a une trentaine de
titre paru par différents auteurs suisses et ils ont exporté le concept en France avec, je crois, il y a alors, Nicolas Feutz, vous deux, il y a Clarisse Bowens aussi. Non. Non, c'est pas un frisson. Clarisse, elle est en France, elle est sur les frissons français. Oui, c'est ça dont je parle. On a exporté... non, alors, elle est en frisson suisse, Clarisse. Il est suisse? Oui. Oui, alors on a mal... Non, il y a Nicolas... Oui, remarque, c'est vrai, c'est de la grande Dixence, Clarisse. Ouais, c'est ça. Oui. Il y a Nicolas Feutz, il y en a 2 qu'on a coécrit avec Benjamin, et puis il y a Hervé Commer, qui est un auteur de polar français, qui en a sorti un, et puis ça va se développer. Mais en fait, ce qui était amusant pour nous, enfin amusant, au départ on s'est posé la question, mais ok, on veut volontiers écrire des frissons, parce que c'était une demande de l'éditeur, mais de le situer en France où parce qu'on n'a pas de lien direct avec la France. Et puis, les premiers frissons, c'est dans la région où on habite, hein, à B, à Aigle, à Grillon, etc. Et puis finalement, c'est notre voyage qu'on a fait pour le guide qui nous a inspirés. On est passé par Marseille, et puis l'endroit nous a inspirés. Et puis tout d'un coup, on est parti de Marseille avec une idée en disant on va situer le frisson ici. Sachant que tu parles du tome 2, et qu'au préalable, il y en avait un d'abord qui est sorti. Et puis justement, en fait, l'idée du premier frisson, c'est que c'est pas situé géographiquement. C'est une série donc où ça se passe dans un cirque. Et justement, l'idée, c'est là qu'on peut faire aussi le lien avec cette notion d'ancrage, c'est que vu qu'on savait pas où s'ancrer avec cette série-là, on a fait un cirque dans l'idée de se dire, en fait, ils vont se déplacer. Et pour le premier, c'est pas situé, et puis pour le deuxième, on verra où. Le cirque s'est posé à Marseille. Voilà. C'est un peu ça. Puis c'est vrai qu'après tout, vous étiez en plein dans vos itinéraires, vous aviez du temps, vous pouviez écrire un roman jeunesse, pourquoi pas. Donc vous avez du coup discuté, vous avez eu la première inspiration. Et puis du coup, on a profité des trajets en voiture pour discuter de camping-car, du scénario. Le soir, on prenait des notes, etc. Et puis au niveau de l'écriture, pour les frissons, c'est moi qui fais un premier jet. Et puis Benjamin, tout de suite derrière, reprend pour retravailler, améliorer, ajouter son propre grain de sel, j'allais dire. Moi, j'allais dire l'humour. Mais Oui, c'est vrai. Oui. On est absolument d'accord. Moi, j'ai aucun humour, lui, il en a. Ouais, ça m'a été pas du tout comme drôle. Ça, les lecteurs sont très bien. Qui a écrit quoi? Ah ouais, mais c'est intéressant parce que j'aurais pas du tout imaginé ça, que ce soit la première passe, c'est toi, ensuite Benjamin repasse. Mais vous avez au préalable quand même, c'est vrai qu'en tout cas... les frissons, la manière dont on travaille en général chez Ozo, c'est déjà il y a quand même une trame qui est assez précise. Tout à fait, Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand tu pars dans ton premier jet, on sait déjà à peu près où tu vas aboutir et il va pas avoir de mauvaise surprise à se dire c'est pas du tout l'histoire de départ, faut tout qu'on rediscute. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on discute ensemble du synopsis, mais déjà de manière assez détaillée. On sait à peu près dans chaque chapitre quel type de scène il va y avoir, comment va évoluer l'histoire. Et puis après, c'est vraiment Marc qui... C'est lui qui a ce talent-là de narrer l'histoire, de la construire, de faire intervenir un petit peu les moments de tension, à quel moment il faut intégrer quel élément, quel indice pour que l'histoire avance. Donc ça, c'est vraiment Marc qui va construire, je dirais, tout le squelette de l'intrigue et de l'histoire. Et puis, dans un deuxième temps, je relis, on rediscute, on étoffe un petit peu, on développe les personnages. C'est plus... Toi, t'affines, tu vas plus dans un peu le détail Peut-être, je pense pas que, Marc affine aussi beaucoup, mais... Oui, alors non, je voulais pas dire que, t'écris mieux que lui. Non, c'est pas du tout dans cette idée. Non, c'était pas du tout dans cette optique-là. C'est plus dans ce côté deuxième regard, et puis finalement, de peut-être compléter, ou alors de dire, peut-être ici on peut aller un peu plus loin, là on peut couper renforcer une scène, on peut raccourcir un passage où je me suis peut-être un peu trop étendu, donc c'est vraiment un deuxième regard où vraiment il apporte une valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est pas juste de la relecture avec quelques remarques, c'est vraiment de retravailler, compléter, ajouter aussi ses propres
ingrédients, quelque part. Puis après, on en discute, puis il y a plusieurs phases de relecture. Oui, c'est ça. Puis après, est-ce qu'il y a des fois des situations... alors, je ne veux pas donner l'impression que je cherche absolument à faire une scène de ménage, mais est-ce qu'il y a des situations où vraiment il y a un désaccord sur le texte ou sur une scène, où vraiment ça ne joue pas, il y en a un qui se dit non, mais ça ne va pas du tout. Jamais. Vous êtes incroyable. Non, mais des fois, dans la construction du scénario, on n'a pas toujours les mêmes idées, donc on débat. Et puis vu qu'on... c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, et puis après, voilà, ça permet des fois de trouver des compromis, comme dans la vie de couple en général. Et sur les projets où il n'y a que ton nom sur la couverture, tu n'interviens pas du tout c'est difficile de ne pas intervenir. Je vais relire comme ça, voilà. mais peut-être participer aux discussions. Je ne sais pas si Marc a besoin, s'il cherche une idée, il se pose une question. J'imagine s'il a besoin, il va venir vers toi, ça me semble assez naturel. Mais voilà, ça reste. Mais c'est pas un truc établi de fonctionnement, d'aller-retour ou quoi que ce soit. Non, pas. Ça dépend dans quelle dynamique on est, qu'est-ce qu'on a comme autre projet en cours, etc., du temps à disposition. Et toi, Benjamin, est-ce que c'est... Donc, je repose un peu la question, mais est-ce que tout ça... tu n'es pas d'accord avec lui? Mais arrête, mais non, on ne veut pas de scène de ménage, on a dit. Non. Je vais donner une info, il n'y a pas de scène de ménage entre Marc et moi. Par contre, quand Nicolas et Marc écrivent ensemble, alors là, c'est la guerre tous les jours. Vraiment, c'est parfait, vas-y. Bon, on tease, on espère, pour un prochain épisode du Haut de Plume, parce qu'il va falloir qu'on en parle. Oui, mais c'est vrai, absolument. Ça peut être un bon sujet. On commence à s'habituer à interviewer des duos, justement. Oui, c'est ça. Puis on les a déjà eu séparés, donc les mettre ensemble, ça paraît assez logique. En attendant, Benjamin, moi, ce que je voulais quand même savoir, c'est est-ce que toute cette plongée dans l'écriture avec Marc et de le voir tout seul sortir ses solos, toi, ça te donne pas envie d'écrire ou même d'écrire hors polar, parce que tu disais tu es un lecteur peut-être moins monomaniaque que Marc, je reprends tes mots, et est-ce que tu n'as pas envie d'écrire peut-être dans d'autres genres, toi tout seul? Comme disait Marc, il ne faut jamais dire jamais, mais très honnêtement, pas vraiment. Là, c'est vraiment parce que ça s'inscrivait. C'était l'occasion aussi de faire des. Je dirais là, les 2 projets de guide, c'est vraiment quelque part des projets communs, des projets de vie quelque part. Et puis finalement, je crois que ce qui nous caractérise là depuis 10 ans, c'est que finalement, alors c'est Marc qui publie des romans. Mais en fait, comme tout projet qui est personnel, où on doit défendre un petit peu son projet, c'est un petit peu comme une petite entreprise, donc fatalement on compte pas ses heures, fatalement c'est très présent, et puis là c'est plutôt en fait l'idée de vivre ça ensemble. Et puis voilà, c'est Marc l'écrivain, mais après tout ce qu'il y a autour, je sais pas, que ce soit les événements, la relecture, les rencontres ou comme ça, voilà, c'est intéressant de l'accompagner, de faire partie de ce tout, mais c'est Marc l'écriture. Voilà. Oui, et là, il y a quand même... comment ça se passe? Comment est-ce que vous vivez quelquefois? Est-ce que pendant les dédicaces, c'est vrai que Marc est très connu, un écrivain très connu, toi, un petit peu moins. Est-ce que c'est pas des fois un petit peu difficile peut-être à vivre, que les lecteurs soient peut-être plus focalisés sur Marc et ça me va très bien. J'ai l'impression que non, tu seras content de retourner au calme du quotidien quand il va partir en tournée avec Nicolas. Non, cette garde partagée est tout à fait profitable. J'adore. Donc voilà, non, c'est très bien. Et dans votre quotidien, donc dans votre vie personnelle, est-ce qu'on arrive, quand on a autant de projets, enfin que l'écriture, l'écriture d'un guide avec ses voyages, avec tout est à la promo, est-ce qu'on arrive de temps en temps à mettre sur off, à parler d'autres choses, et est-ce que comment vous arrivez à gérer l'écriture dans le quotidien, parce qu'on a un petit peu l'impression que c'est H24, en plus vous écrivez un bouquin ensemble, donc il y a des moments quand même où vous faites d'autres trucs.
Alors, on s'est un peu habitué au côté... Les distilleries, c'est vrai. Disons qu'on s'est déjà pas mal habitué au fait d'être beaucoup ensemble. Hein. On a fait un tour du monde, on a été une année en Suède, etc. Donc finalement, là pour nous aussi, ces voyages, on sait comment on fonctionne. Et puis on aime bien aussi faire des projets ensemble où chacun y trouve son compte. C'est vrai que l'écriture et tout ce qui va autour, c'est quelque chose qui est très prenant et tout le temps. Je me souviens notamment, on avait une fois, on était parti, c'était en Écosse qu'on était, et tout d'un coup ça tombait pile poil sur le moment où il fallait faire la dernière relecture du manuscrit avant qu'il parte chez l'éditeur. Alors que là, on était parti pour dire on fait des vacances. Oui, c'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Soit on prenait un verre de whisky et puis on relisait le manuscrit pendant nos vacances. Donc ça a quand même un impact assez fort sur le quotidien et un peu tout le temps. Après, il y a bien sûr des choix qu'on peut faire aussi, mais c'est vrai que tant qu'on est seul, qu'on n'a pas de secrétaire, qu'on n'a pas d'attaché de presse, qu'on n'a pas, etc., on fait un peu tout seul, et puis on est les seuls à pouvoir répondre aux mails et aux messages qu'on reçoit, au téléphone, etc. Donc c'est relativement difficile de couper. En même temps, c'est vrai qu'on s'est posé la question quand on a imaginé faire ce projet de guide où on savait qu'on allait être pas mal absent pendant de longues durées, où du coup, je devrais dire non à beaucoup de choses, où on devra prendre un peu de recul. Et puis en fait, c'était très bien, c'était un très bon choix. Et je pense que j'en avais aussi envie, voire besoin. Alors c'est clair que dans le quotidien, il y avait notre projet à ce moment-là de voyage, de rencontres, on était à fond là-dedans. Et puis de temps en temps, on ne pouvait pas complètement se déconnecter du reste parce qu'il fallait quand même répondre. Donc voilà, ça c'est un peu de l'organisation, c'est très prenant, puis on ne peut jamais complètement déconnecter. Et pour le coup, ce qui est chouette, ça j'en suis extrêmement reconnaissant, c'est qu'on ait ces projets qui nous rassemblent aussi, parce que sinon finalement je serais seul dans mon métier d'écrivain, et puis en étant beaucoup loin, etc. Et puis là on a beaucoup de choses qu'on peut échanger, et ça c'est assez génial finalement. Quand les deux partagent la passion et qu'on peut la partager à ce point-là, et vu de l'extérieur, c'est assez idéal. Mais du coup, pour répondre à la question sur le numéro 2 ou les itinéraires aux États-Unis à ne pas manquer, je pense qu'on va faire une pause parce qu'on a aussi quelques idées de voyage. On a dit qu'on allait vraiment voyager sans avoir d'objectifs ou de résultats à produire. Ouais, mais il faut jamais dire jamais. C'est ça. Je crois qu'on a trouvé le titre de l'épisode. Oui, absolument. Et alors, on approche doucement de la fin de l'épisode. Au niveau de tes projets, Marc, solo, parce que j'imagine que à côté de ça, tu nous as parlé du fameux frisson, qui n'est pas solo en l'occurrence. Quelles sont les prochaines... Est-ce que tu écris en ce moment sur un roman en ton nom seul? Où est-ce que tu en es? Ton actu? Pour l'instant, je suis en train de travailler sur des scénarios, parce que quand c'est une période de promo, j'écris pas. Ou en tout cas pas, c'est pas là que je vais me lancer dans un moment d'écriture. D'ailleurs, la prochaine chose à venir, c'est pas un projet solo, puisque c'est la suite d'Ultimatum qu'on va coécrire avec Nicolas. On va peaufiner notre scénario d'ici Noël, et puis là on a réservé tout le mois de janvier et février pour coécrire la suite de cette intrigue avec Norbert Jemson et puis Andreas Sauer. Vos deux héros récurrents que vous avez associés dans le premier tome Ultimatum. Donc ça c'est la suite. L'année prochaine il y a un Frisson suisse qui va sortir, qui se passera dans les mines de sel de B au mois d'août. Et puis je n'aime pas beaucoup parler des autres projets avant que ça devienne concret, mais je travaille sur
une nouvelle série de livres. Je profite en fait de l'occasion que Andrea Sauer soit occupé, on va dire ça comme ça, avec son procureur Jemson dans un certain endroit, et puis qu'ils vont devoir poursuivre leur aventure ensemble pour le prochain qu'on va écrire justement avec Nicolas, et un troisième qu'on a déjà prévu, pour pouvoir m'attaquer à quelque chose de totalement nouveau. C'est vrai que contrairement à Nicolas qui a fait des one-shots, qui a déjà 2 séries, etc., pour l'instant, moi, je suis resté avec Andrea Sauer dans mes romans pour adultes, et tout d'un coup, l'occasion a fait que je me dis, c'est peut-être le moment, l'envie aussi, tout d'un coup, de partir sur quelque chose de totalement différent. Totalement différent. Ce sera quand même un peu l'art, on est d'accord. Bon, alors, tu nous tends une perche, tu imagines bien que je ne peux pas m'en tenir là et que je vais poser d'autres questions. Merci de partager ça avec nous. Et on peut en savoir un petit peu plus. Non. Mais si, on peut. Regarde, mais Il est fais où ce guide qui est un très bon cadeau? Alors, le guide, on vous le rappelle. C'est un chouette cadeau pour Noël. Non, je ne dirais pas plus. Voilà, c'est ça j'ai essayé. C'est ça. Il est en train de développer. C'est ça qui est génial, c'est que pour l'instant, je suis mais... tout seul dans mon univers que je suis en train d'imaginer, et puis je me réjouis à un moment donné de le partager. Tu as déjà... Non, mais ce que je voulais dire, pas forcément que tu détailles davantage, mais t'en es où Tu es insupportable. tu en es où de ce projet? Est-ce que c'est juste quelque chose de vague ou c'est quelque chose qui est déjà très construit? Non, c'est déjà bien avancé. Voilà, tu nous mets l'eau à la bouche. Il va falloir que tu reviennes. C'est pour ça que je dis rien, comme ça donnera l'occasion de se revoir. Effectivement, ce sera avec un grand plaisir. On arrive tout doucement. On est au bout. Cette fois au bout, à force d'arriver tout doucement. Vous nous avez toléré pendant tout ce temps. Merci beaucoup. Oui, c'était vraiment... Merci beaucoup pour cette émission et puis pour ces échanges. Je pense que là, le public a bien compris que c'était un guide formidable pour Noël. Pour Noël, ouais. On vous mettra tous les liens dans les liens de l'épisode, dans les notes et sur le site avec le partage des sites. Vous avez tous les deux... C'est essentiellement sur Instagram que vous êtes, et puis sur le site du guide, on mettra tous les liens. Il y a encore le challenge qui peut être intégré jusqu'à fin décembre pour la fondue. Oui. C'est une magique implacable. Exactement. Alors, voilà. Conclu. Comment on fait à la patate? Tiens, non, mais j'ai beaucoup parlé. On va conclure en sait. vous remerciant de vous être déplacé jusqu'à nous, d'avoir accepté notre invitation. Comme je l'ai dit, je pense que c'est vraiment un chouette projet. Vous êtes générateur d'autres projets aussi qui sont intéressants. Il y a le Temple du Polar, il y a plein de trucs comme ça qui sont... Ah oui, on n'a pas posé la question. Mais oui, mais... Je savais bien qu'on oubliait un truc. Donc c'est très dynamique, ça donne vachement envie. Merci. Et puis on va se dire à bientôt du coup. À dans 15 jours pour nos auditeurs. À dans 15 jours pour un prochain épisode de Duo de Plumes. Et très bon succès à tous les deux. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir accueillis sur le plateau de Duo de Plumes. Merci aussi pour ce que les auditeurs ne verront pas, le making of, la préparation de cette interview qui était fort agréable avec un délicieux plat, un excellent pinot noir alsacien. C'est ça. Ça balance. Mais c'était avec grand plaisir et on vous réaccueille avec le pinot, le risotto et tout ce qu'il faut. Ou autre chose. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Salut.